Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette 4e séance donc, de notre cycle laïcité. Et on est très très heureux de pouvoir conclure ce cycle par une séance par les élèves du Lab 14, mais en fait ils vont présenter eux-mêmes leur travail. Moi je vais être très très bref, je voulais juste vous dire que le prochain cycle sera consacré à la sécurité sociale. Et il aura lieu alors là on retombe sur le soir, les jeudis soirs, 19 mars, 26 mars et 2 avril, 3 séances de 19h30 à 21h30 comme d'habitude, à la Maison des Associations rue Daguerre. Voilà. Et donc là, et vous avez des petits flyers, mais de toute façon vous serez informés comme vous l'êtes toujours, mais vous avez des petits flyers. Et dernière chose, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous rendre vos petites fiches bilan pour nous dire, notamment ceux qui ont participé à plusieurs séances, c'est toujours très important pour nous d'avoir les impressions que vous avez eues. Voilà, merci et à vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venus. Alors je me présente, je m'appelle Navid, je suis élève au Lab 14. Le Lab 14, c'est une formation dispensée par le Théâtre 14. Pendant 1 an, on traverse différents stages avec des intervenants du monde professionnel qui nous transmettent et partagent leur façon de voir le jeu, la scène. Et voilà, et je vous présente mes camarades qui se présenteront eux-mêmes, mais je vous présente Alia qui est avec moi, François, Julie et Laetitia, et on est les 6 du Lab 14. Merci beaucoup. Oui, il en manque un, mais il va arriver. Alors, moi j'ai décidé de vous lire un extrait du Vadémécum sur la laïcité rédigé par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse de 2024. J'ai choisi de vous lire la préface, l'introduction et la présentation parce qu'on y trouve des citations, comment les hommes politiques et les femmes politiques parlent de ce principe de laïcité, les outils donnés au corps enseignant pour le transmettre à la jeunesse et des définitions. Donc je trouvais ça intéressant. Voilà. Alors, préface. L'école de la République est la quintessence et le premier vecteur de notre humanisme républicain. Pour se perpétuer, nos valeurs et nos principes doivent être expliqués et transmis à chaque génération nouvelle. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2020. Qu'est-ce qui fait l'unité et au-delà qu'est-ce qui fait l'unité de l'école et au-delà de notre société? Un ensemble de principes et de valeurs qui forment un tout cohérent, constitutionnellement garanti, et dont l'école est à la fois l'incarnation la plus aboutie et le lieu de construction. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, 2023. Principe cardinal de notre République française, la laïcité a pour vocation historique de fonder l'unité de notre pays dans une loi commune et de garantir l'accès à une culture partagée. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, 2023. Le premier devoir d'une république est de faire des républicains, rappelait le grand pédagogue Ferdinand Buisson. Si faire des républicains, c'est d'abord constituer des sujets libres par l'instruction, cette construction républicaine ne se réduit pas au rappel incantatoire de l'héritage des Lumières. Elle est un processus inachevé qu'il faut sans cesse recommencer. C'est dans cette perspective que mes prédécesseurs ont initié et régulièrement mis à jour les 3 ouvrages qui, depuis la rentrée 2021, composent ce guide républicain. Il est aujourd'hui une ressource nécessaire pour que chacun puisse s'imprégner de cet esprit qui anime l'école de la République. Nous assistons en effet, depuis quelques années, à des phénomènes de repli sur soi, de remise en cause des principes et règles qui régissent notre vie en société. Les équipes éducatives font face à une recrudescence des contestations et des instrumentalisations du principe de laïcité, mais également au refus de certains enseignements sur fond de revendications communautaires. Ces difficultés se doublent aujourd'hui d'une violence qui vise délibérément l'école pour ce qu'elle est.
le lieu privilégié de l'émancipation par l'instruction. Ainsi, portons-nous à jamais le deuil de nos collègues, les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, lâchement assassinés parce qu'ils étaient des acteurs de notre héritage républicain et des passeurs de cette liberté par le savoir. L'avenir de la République dépend de notre capacité à transformer les antagonismes et les incertitudes en concepts éclairants pour chacun et chacune. Nous voulons donner aux professeurs, personnels d'éducation, directeurs d'école et chefs d'établissement les moyens de transmettre et d'expliquer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent, hier comme aujourd'hui, notre projet républicain. Le coffret du Guide républicain constitue en ce sens un socle de références et de ressources claires sur lesquelles l'école peut s'appuyer, dans le cadre notamment de l'enseignement moral et civique, mais aussi, bien au-delà, dans tous les apprentissages et pour l'amélioration du climat scolaire. Avec l'idée républicaine, le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République a sollicité des spécialistes pour définir 29 notions structurantes pour notre société et constituer une anthologie de textes fondamentaux. La République à l'école, ouvrage élaboré par l'ensemble des groupes disciplinaires de l'Inspection générale, propose de nombreux points d'appui pédagogique, du cycle 3 à la terminale, qui montrent combien les principes et les valeurs de la République irriguent les contenus d'enseignement de toutes les disciplines. Ce volume aborde également la question de l'application du principe de laïcité dans le cadre spécifique de la vie scolaire, qui fait désormais l'objet d'un chapitre dédié complétant cette nouvelle édition. Le vadémécum La laïcité à l'école, qui a donné lieu à un travail précis et approfondi de la part des directions du ministère et du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, appréhende des situations concrètes et développe, au sein de nombreuses fiches pratiques, des repères juridiques et des pistes d'action éducative et pédagogique. Depuis le vote de la loi du 15 mars 2004, voici tout juste 20 ans, beaucoup a été fait pour consolider le socle républicain de l'école. Élaboration et diffusion de la charte de la laïcité à l'école, institution des équipes académiques Valeurs de la République et du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, ou encore mise en œuvre d'un vaste plan de formation de tous les membres de l'institution scolaire. Nous devons, ensemble, poursuivre et amplifier cet effort. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun, chacune, pour faire vivre et partager collectivement les valeurs de notre République et de son école. Le Guide républicain continuera à nous y aider. Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Principe inscrit à l'article 1er de la Constitution française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de conviction. Elle permet à chacun de choisir ses convictions religieuses ou philosophiques. On peut, par exemple, être catholique, protestant, juif, musulman, bouddhiste, agnostique ou athée, mais chacun doit respecter les principes et valeurs qui sous-tendent une république laïque. La laïcité est le produit d'une longue histoire de la France. La séparation des églises et de l'État a été établie par la loi de 1905, mais l'idée de la neutralité religieuse de l'État et du respect de tous les cultes remonte au moins au XVIIe siècle. Les principaux textes proscrivant le prosélytisme et la propagande religieuse dans les établissements primaires publics ont, quant à eux, plus d'un siècle d'existence. Les lois Ferry de 1882 et loi Goblet de 1886. Le 13e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dispose que « Organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Toutes les dispositions prises pour appliquer le principe de laïcité dans les diverses instances de la sphère publique traduisent ce projet d'émancipation de tous les êtres humains. Elles assurent la liberté de conscience et l'égalité en droit de chacun et permettent la fraternité entre tous. La laïcité
interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. La loi démocratique prime les lois religieuses. À l'école, ces dispositions reposent sur la distinction du savoir assuré par la communauté éducative et des croyances laissées à la liberté de chacun. Elle vise à préserver la sérénité qui doit régner dans chaque établissement public, car elle est précisément indispensable à la transmission des savoirs. Comme le dit bien l'article 6 de la Charte de la laïcité à l'école, la laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Les lois, comme les décrets et les circulaires ministériels, s'imposent à tous et ne peuvent faire l'objet d'aucune négociation tendant à les aménager. S'il importe d'expliquer et d'expliciter le sens de ces dispositions, leur non-respect expose l'élève à des sanctions. Ouvrir le dialogue avec les élèves n'a donc pas pour but d'aménager une partie des textes en vigueur, mais vise à leur faire saisir le sens et les finalités des textes qui régissent le fonctionnement du système éducatif laïque. L'objectif de ce vade-mecum est de donner des outils au personnel de l'éducation nationale pour que l'ensemble des établissements scolaires publics de tous les degrés d'enseignement restent à l'abri de toute manifestation de propagande. Comme l'écrivait déjà Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts dans sa circulaire de mai 1937, aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d'y veiller avec une fermeté sans défaillance. Dominique Schnapper, présidente du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République. Présentation du vade-mecum. Des fiches pour expliquer le sens et la portée du principe de laïcité. Expliquer la laïcité, transmettre les valeurs et les principes qu'elle sous-tend, requiert une parole commune. Une connaissance partagée du sens et des enjeux du principe de laïcité est essentielle pour prévenir les contestations et y répondre de manière appropriée et concertée. Destinée aux chefs d'établissement, aux inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré, aux directeurs d'école, aux membres des équipes pédagogiques et éducatives de l'enseignement public, aux inspecteurs du second degré et au personnel administratif, ce vade-mecum propose une série de fiches présentant des situations concrètes d'application du principe de laïcité. Il répond au besoin d'identifier les différents cas d'application dans les écoles et établissements, de leur apporter des réponses unifiées au regard du droit. La prise en charge de ces difficultés d'application passe par le dialogue avec les parents ou responsables légaux, le rappel de la loi et la création d'espaces de concertation pour les professionnels. Ces fiches peuvent être abordées dans un temps collectif de réflexion de l'équipe éducative, par exemple en réunion de pré-rentrée ou dans le cadre des formations laïcité et valeurs de la République des personnels d'enseignement et d'éducation et des personnels d'encadrement, dispensés notamment par des formateurs des équipes académiques valeurs de la République. Ce vade-mecum peut également intéresser les parents d'élèves ou responsables légaux afin qu'ils puissent mieux comprendre la logique de la laïcité au sein des établissements scolaires. Enfin, ce vade-mecum, cité dans le cadre du référentiel de formation de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique à la laïcité, peut également servir de ressource pour les services de l'État, mais aussi pour les partenaires associatifs de l'école. Chacune de ces fiches offre les ressources juridiques disponibles en l'état actuel du droit et les arguments qui peuvent être mobilisés pour fonder et expliquer le respect du principe de laïcité. Les personnels en responsabilité sur place, directeurs d'école, chefs d'établissement, équipes pédagogiques, inspecteurs des premiers et seconds degrés et l'ensemble des enseignants pourront les utiliser pour discerner les caractéristiques de chaque situation et prendre les décisions justes. Leur efficacité sera également liée à la capacité des directions académiques, en relation étroite avec les équipes académiques valeurs de la République, à faire respecter de manière solidaire les règles de la laïcité. Les fiches de portée générale regroupent les principes d'action et les gestes professionnels recommandés pour le directeur d'école,
le chef d'établissement et les équipes éducatives et enseignantes sous leur responsabilité. Les fiches ressources sont classées en 4 rubriques, selon la qualité des personnes concernées par l'application de principes de laïcité. Les élèves, les personnels, les parents d'élèves, les intervenants extérieurs. Chaque fiche est structurée de manière identique. Il s'agit de conduire une analyse des éléments de contexte des situations conflictuelles, d'identifier les différents enjeux et d'accompagner la mise en œuvre des réponses éducatives. Présentation de la situation, principes juridiques pour étayer l'analyse des conditions d'application du principe de laïcité, exemple, conseils et pistes d'action. Ce vade-mecum constitue également le document d'appui des équipes académiques Valeurs de la République. Il a vocation à s'enrichir des nouveaux cas que les équipes académiques transmettront à l'équipe nationale. Le dispositif ministériel. Depuis la rentrée 2017, une architecture institutionnelle renforcée accompagne la politique éducative visant à faire respecter et transmettre le principe de laïcité. Au niveau national, un conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République a été créé et placé auprès du ministère. Présidé par Dominique Schnapper, cette instance d'expertise a pour objet d'aider à préciser la position de l'institution scolaire en matière de laïcité et de faits religieux, notamment sur des cas inédits. Le pilotage de la politique de soutien à la laïcité en milieu scolaire a été confié au secrétaire général du ministère qui coordonne les travaux d'une équipe nationale Valeurs de la République composée de l'ensemble des directions d'administration centrale. Cette équipe est notamment chargée d'appuyer et d'animer les équipes académiques Valeurs de la République. Dans chaque académie a été mise en place une équipe Valeurs de la République, placée sous la responsabilité du recteur d'académie et qui a vocation à répondre aux demandes des écoles et des établissements et à leur apporter un soutien concret, soit à la suite d'un signalement, soit dans le cadre d'un accompagnement à plus long terme. Ces équipes se caractérisent par leur capacité d'intervention sur le terrain et par la pluralité de leur expertise. Dans le cadre des écoles académiques de la formation continue, le réseau des formateurs laïcité et valeurs de la République peut être mobilisé pour organiser des formations répondant aux besoins identifiés localement. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, moi je vais vous lire 2 extraits issus du débat sur la loi de 1905. Un premier qui va traiter sur l'interdiction des processions. Je vais bouger le micro. Le premier donc qui portera sur l'interdiction des processions entre Maurice Allard et M. Ribot. Donc Maurice Allard qui est du Parti socialiste et M. Ribot du centre droit. Et un deuxième qui lui portera sur le débat donc sur l'interdiction du port du costume ecclésiastique entre Charles Chabert, qui est radical socialiste intransigeant, contre M. Briand, qui est ce qu'on appelle rapporteur, c'est-à-dire un socialiste modéré. Voilà. Donc on va commencer sur le débat sur l'interdiction des processions. Monsieur Maurice Allard. Quand nous manifestons, nous n'avons ni ophicléides, ni saints portés sur des estrades, ni jeunes filles et jeunes enfants en blanc, ni paniers remplis de roses, ni encens, ni vases sacrés, ni vicaires avec des surplis. Enfin, il n'y a pas dans les manifestations ce que vous voyez dans les processions, c'est-à-dire une organisation antérieure ayant pour but d'élever des reposoirs dans les carrefours, de disposer des guirlandes, des décorations de fleurs ou d'arbres, des draps sur les murailles, d'installer toute une organisation théâtrale, en un mot, de transformer la commune en une vaste chapelle. Dans la procession, il y a le clergé qui officie, des chantres qui psalmodient,
Le Saint-Sacrement que l'on promène comme représentant de la divinité, c'est le culte tout entier qui s'étale et s'impose à tous sur la voie publique. Or, nous avons le droit d'exiger que le culte reste à l'intérieur de son temple, où nous n'irons pas le chercher. Mais il n'a pas le droit d'en sortir pour nous braver et exiger de nous un respect que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas avoir pour lui. On a donc tort de comparer les manifestations que nous voulons, nous, socialistes, libres pour tous, et la procession qui ne sont autre chose que le culte sortant de son temple avec la prétention insolente de prendre la commune pour théâtre de ses exercices et de s'imposer au respect de tous. Il y a entre deux choses une différence essentielle et je m'étonne qu'il se trouve des collègues pour méconnaître cette distinction. La réponse de M. Ribot. Je ne veux pas instituer avec mon honorable collègue M. Allard une dissertation sur les caractères distinctifs des processions et des autres manifestations. Vous admettez en somme que les catholiques pourront descendre dans la rue lorsqu'ils pousseront des cris violents et qu'ils n'auront pas de musique. Je trouve que ces distinctions ne répondent pas à la véritable conception de la liberté. Vous êtes ici un théoricien, mais si vous allez dans nos villages, le jour où se déroule une humble procession en l'honneur de la fête Dieu, ou dans la ville d'Orléans, le jour où M. Rabier prend la tête du cortège, vous verrez que dans la foule, on ne fait pas toutes les distinctions que vous faites et que beaucoup de libres penseurs disent avec une certaine philosophie, nos mœurs, nos traditions autorisent ces processions. Pourquoi ferions-nous appel à la loi pour les interdire ? Pourquoi ferions-nous violence aux croyances, aux habitudes, aux mœurs des populations ? Car enfin, les Français sont bien libres d'être des catholiques et de ne pas se conformer tous à l'idéal philosophique que vous pouvez avoir. Nous sommes un peuple qui aime encore les processions. Monsieur Maurice Allard, pas sur la voie publique. Monsieur Ribot, mais la voie publique appartient à tout le monde. Ce n'est pas à vous qu'elle appartient. Pourquoi des maires qui peut-être sont anti-catholiques, qui ne partagent aucune des croyances catholiques, accordent-ils très libéralement dans les communes le libre passage aux processions ? C'est parce qu'ils savent qu'il s'agissait autrement, que s'ils agissaient autrement, ils choqueraient les sentiments de toute la population, non pas seulement des catholiques, mais aussi des libres penseurs, que ce soit des commerçants ou d'autres citoyens. Il y a là un consensus général, une tradition acceptée par tout le monde, un état de choses qui ne soulève aucune colère. Êtes-vous bien sûr que demain, la prohibition établie par vous avec ce caractère blessant ne va pas soulever dans un très grand nombre de nos communes, non pas seulement des regrets, mais une opposition nouvelle à la loi que vous votez en ce moment. Et maintenant le débat sur l'interdiction du port du costume ecclésiastique qui oppose Charles Chabert et M. Briand. Donc le député radical socialiste de la Drôme, donc Charles Chabert, réclame l'interdiction du port de la soutane hors des lieux de culte. Autrefois, notamment au courant du XVIIIe siècle, il n'y avait rien d'extraordinaire dans le port d'un costume spécial par les ecclésiastiques. Chaque catégorie de citoyens avait le sien propre.
Mais aujourd'hui, ces catégories n'existent plus et tous les citoyens, quels qu'ils soient, depuis le plus humble jusqu'au plus illustre, depuis le plus pauvre jusqu'au plus riche, s'habillent à peu près de la même façon. Et alors, pourquoi maintiendrait-on aux ecclésiastiques le privilège de conserver et de porter un costume qui jure si étrangement avec les mœurs et les goûts modernes? Si vous ne supprimez pas la soutane, les prêtres continueront seuls à la porter. Le privilège sera, je le veux bien, supprimé en droit, mais il subsistera en fait. D'autre part, vous avez dû être témoin des manifestations diverses que provoque assez souvent dans nos villes le passage d'une soutane. Les unes s'inspirent, il est vrai, de sentiments religieux, parfois même fanatiques, mais les autres proviennent de sentiments absolument contraires et exposent les prêtres à de désagréables surprises. Eh bien, ne devons-nous pas empêcher que cet état de choses se perpétue? Supprimer le costume et aussitôt le prêtre, devenu une unité ordinaire dans la foule immense, échappe à son supérieur, s'évade de cette tyrannie monstrueuse de tous les instants. Il s'évade vers le siècle, vers les idées, vers la vie. Messieurs, le costume ne rend pas seulement le prêtre prisonnier de son évêque, il le rend prisonnier de sa longue formation cléricale, prisonnier de son milieu étroit, prisonnier de sa propre ignorance, je dirais presque de sa propre sottise. Il est évident que c'est à cause du costume qu'il y a une telle distance, une telle antinomie entre les séculiers et les ecclésiastiques. Voyez ce jeune prêtre qui passe dans la rue, son regard est intime, timide, presque fuyant, son pas est lent et compassé, sa tête est penchée sur l'épaule, ses mains qui se perdent dans de larges manches sont croisées sur sa poitrine. Est-ce un homme ? Est-ce un homme ? Oui, peut-être, car toute règle comporte des exceptions, mais dans la plupart des cas, on peut répondre hardiment non. Eh bien, à cet homme intelligent, je le reconnais, mais pour ainsi dire, moralement déformé, ôtez sa robe, mêlez-la à la foule qui s'agite autour de lui, faites qu'il puisse à son aise respirer, lever la tête, causer avec n'importe qui sans arrondir ses phrases et prendre des pauses extraordinaires. C'est ainsi que vous lui ferez faire un pas immense, que vous libérerez son cerveau. Ce n'est pas, je le répète, en tyran que je parle, mais en homme soucieux de la liberté et de la dignité humaine. De cet adversaire de la société moderne, faisons, en l'habillant comme tout le monde, un partisan de nos idées, un serviteur du progrès. De cet esclave, faisons un homme. C'est ce que je vous demande au nom de la logique, au nom de l'humanité. Et la réponse de M. Briand: Messieurs, au risque d'étonner l'honorable M. Chabert, je lui dirais que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort, n'a pas été le résultat d'une omission, mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la commission que ce serait encourir, pour un résultat problématique, le reproche d'intolérance et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule. Que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l'obligation de modifier la coupe de leurs vêtements. Je ferai du reste observer à l'honorable monsieur Chabert que le problème n'est pas aussi simple ni aussi facile à résoudre qu'il semble le supposer. Ce que notre collègue voudrait atteindre dans la soutane, c'est le moyen qu'elle procure de se distinguer facilement des autres citoyens. Mais la soutane, une fois supprimée, monsieur Chabert peut être sûr que si l'Église devait y trouver son intérêt,
l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait tôt fait de créer un vêtement nouveau, qui ne serait plus la soutane, mais se différencierait encore assez du veston et de la redingote pour permettre aux passants de distinguer au premier coup d'œil un prêtre de tout autre citoyen. L'honorable monsieur Chabert a visité certains pays. Il a pu constater que les pasteurs protestants ont des chapeaux d'une forme particulière, des redingotes d'une coupe spéciale qui ne le cèdent en rien à la soutane comme signe distinctif du caractère de ceux qui les portent. Quant au prestige dont jouit la religion dans nos campagnes, je crois qu'il serait téméraire de l'attribuer uniquement à la forme du vêtement que portent les prêtres. L'influence de l'Église tient à d'autres cases, moins faciles à détruire. Sinon, il y a longtemps que la libre pensée aurait déjà triomphé du dogme. Votre commission, messieurs, a pensé qu'en régime de séparation, la question du costume ecclésiastique ne pouvait pas se poser. Ce costume n'existe plus pour nous avec son caractère officiel, c'est-à-dire en tant qu'uniforme protégé par l'article 259 du Code pénal. La soutane devient, dès le lendemain de la séparation, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. C'est la seule solution qui nous est parue conformer au principe même de la séparation et celle que je prie la Chambre de vouloir bien adopter. Merci beaucoup. Rebonjour. Julie et moi-même, nous allons vous lire un extrait d'un livre d'Abdenour Bidar, qui est un philosophe et essayiste français. Donc son livre, c'est Le génie de la France, le vrai sens de la laïcité. J'arrive tout de suite, je vais prendre ma gourde et boire de l'eau, et après c'est à nous. L'hypothèse de dire que la politique est une dimension sacrée conviendra sans doute à celles et ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont voulu sacraliser la République et sa laïcité, mais elle ne me convainc pas. Je ne pense pas que nous ayons dit non au sacré religieux pour dire oui au sacré politique. Il me semble plutôt que le génie de la France est d'avoir dit non aux deux, et que nous sommes le pays d'une double rébellion face au sacré, le pays qui n'a pas seulement commencé par dire non au sacré religieux en s'émancipant de l'autorité du pape et de son Église, mais qui a continué son chemin d'insoumission en disant non aussi au sacré politique. Non à tout ce qui ressemblerait de près ou de loin à la religion civile. Voilà, selon moi, tout le sens véritable de la laïcité, par quoi elle concentre et couronne le génie français. La laïcité consacre, sans mauvais jeu de mots, tout le sens véritable, tout ce par quoi elle concentre et couronne le génie français. Qu'il soit religieux ou politique. Elle achève de faire de la France le terminus des ambitions du pouvoir sacré, le terminus des dominations de l'homme par des formes sacralisées, qu'elles soient religieuses ou profanes, le lieu, en ce sens, d'une entière sortie de la religion, comme dit Marcel Gauchet, qu'elle soit métaphysique ou historique. Et pourtant, la tentation a bien été là, présente depuis la fin du XIXe siècle en particulier, de faire de la République un veau d'or,
Pour les antimodernes, cette nouvelle idole était quelque chose d'insupportable à cause de sa médiocrité. Eux aussi furent des Français qui dirent non, fustigeant des droits de l'homme, la démocratie puis l'État-providence comme autant de nivellements par le bas de la société égalitaire. Ils considéraient ainsi le sacré républicain comme une épouvantable parodie de la transcendance et de la majesté du sacré religieux. On parle là non seulement de Joseph de Maistre ou de Charles Maurras, mais de tous ceux qui, comme eux, désapprouvaient en particulier la sacralisation de la souveraineté du peuple. Par exemple, Charles Baudelaire, que la haine contre-révolutionnaire de la souveraineté populaire et du suffrage universel conduit à dire « monarchie ou république, basées sur la démocratie, sont également absurdes et faibles ». Y compris chez ceux qui, comme Péguy, développeront une mystique républicaine. La dénonciation suivra aussitôt au motif que l'État et ses gouvernants, sans même parler du peuple, sont incapables de la faire exister comme transcendance réelle. Quand donc l'État, écrivait-il, fabricant d'allumettes et de contraventions, comprendra-t-il que ce n'est point son affaire que de se faire philosophe et métaphysicien ? Il faut entendre là comme un écho de la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement ». Ce qui veut dire que la condition peut être impossible pour qu'existe réellement le sacré démocratique ou républicain serait que des individualités de très haut rang, au moins des saints ou des sages, en soient les citoyens. Or, cela est incompatible avec la promotion démocratique moderne du simple individu moyen, de l'ego de base, engoncé dans ses passions et émotions primaires, ses désirs grossiers, ses peurs, ses illusions et son ignorance au rang d'électeur ou d'élu. Donc, CQFD, la sacrée démocratique ou républicaine, est un leurre et un mensonge. Et je vais continuer sur la contre-indication du laïcisme. Alors, cible de ces antimodernes, tout un courant de pensée politique puissamment inspiré par la philosophie d'Auguste Comte va déployer sa conception d'une religion de l'humanité, soucieuse de promouvoir le culte rationnel des droits de l'homme, de la démocratie, de la République, de ses valeurs et du principe de laïcité. Mais celui-ci, précisément, invalide toute cette construction, toute cette idéalisation de la République comme un nouvel ordre religieux. La laïcité est le démenti même de la théorie du fanatisme d'une religion civile. Comme l'a bien expliqué Jean-Yves Pancher, qu'on embrasse très fort, en se référant notamment à Marcel Gauchet et Catherine Kinsler. En effet, écrit-il, par définition, que la laïcité défait le théologico-politique. Et ce pour une raison simple. En France, des lois scolaires des années 1880 et de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, jusqu'à ces réformulations philosophiques contemporaines, la volonté laïque a toujours été d'assurer la neutralité religieuse de l'État contre toute confusion du théologique et du politique. Le mot même de laïcité, sans équivalent anglais, exprimerait, nous dit-on, la pureté de leur distinction, couplage de la séparation de l'Église et de l'État et d'une stricte sécularisation de l'espace de la citoyenneté. La laïcité serait plus qu'un simple cas d'une sécularisation aux contours incertains, plus qu'un mode de tolérance ou de pluralisme religieux. Elle serait la seule institution rigoureuse de la distinction entre la sphère du politique et celle du religieux. Ainsi, poursuit-il, la laïcité se tiendrait à égale distance de deux dangers symétriques et inverses. Elle suppose d'abord à ce qu'elle nomme le cléricalisme, subordination indue du politique et des autorités théologiques qui place les incroyants et les hérétiques en position d'anomalie, voire de persécution.
mais elle s'oppose aussi à toute intervention du politique dans la sphère religieuse. Elle ne doit pas prendre la forme d'un laïcisme, d'un totalitarisme séculier, donc d'un pouvoir politique sans religion qui fonctionne comme une religion. Alors ce dernier point est particulièrement important, car il indique bien, sous la forme d'un avertissement, la fausse route qu'aurait prise la laïcité avec le laïcisme, pour y perdre complètement le sens d'elle-même. Cette fausse route aurait été celle du oui à la religion civile, c'est-à-dire l'institution de la République en religion d'État. Alors qu'en est-il des églises et de l'État si celui-ci était devenu lui-même une église? Cela aurait été extrêmement grave et nous aurait menacé d'un totalitarisme séculier. Comme dit Pranchère, car l'État moderne détient le monopole de la violence légitime, du pouvoir d'ordonner, de contraindre, d'interdire. Si par conséquent, il avait été une église, celle-ci aurait été toute puissante vis-à-vis de la société et dès lors des abus de pouvoir n'aurait rencontré en face d'elle aucune opposition ni limite. Telle est la contradiction du laïcisme. En voulant faire de la laïcité une religion civile, il trahit le non-laïque à tout pouvoir exercé de manière absolutiste. En fait, comme explique Pranchère, notre cher collègue ici présent, la laïcité exclut toute religion civile, voire a en elle son pire ennemi. Elle exclut d'être une religion séculière, fût-ce sous la forme paradoxale d'une de ces contre-religions dont l'aventure communiste a donné l'exemple. Son refus de reconnaître les cultes, comme l'écrit la loi du 9 décembre 1905, signifie aussi un refus d'empiéter sur leur ordre propre. L'espace public laïque n'est pas un espace d'hostilité aux religieux. Il n'est pas un espace d'où le religieux aurait été évacué pour n'exister plus que dans la sphère privée. Il est l'espace commun que partagent à égalité les croyants de toute confession et les incroyants. La laïcité proprement dite consisterait précisément à ne pas transposer la théologie dans le politique, mais à interdire leur amalgame qui vaut dénaturation. Merci pour cette mise au point très juste. Alors, je me permets de soulever le soupçon le plus lourd qui pèse sur la laïcité depuis sa naissance, à savoir sa supposée ambition ou intention d'être une nouvelle religion, dont le but serait de prendre place des religions anciennes et de les éliminer. Ainsi, le soupçon le plus lourd ne concerne pas la secrète complaisance au catholicisme qui dissimulerait la laïcité. Il est à l'inverse que la laïcité aurait procédé d'une décision religieuse contre le catholicisme. Son cœur théologico-politique serait la promotion d'une religion de l'autonomie contre la religion de l'hétéronomie, contre l'Église fondée sur l'autorité intangible de sa tradition et sur le dogme de l'infaillibilité pontificale. Burke avait déjà dénoncé les révolutionnaires français comme des théologiens politiques et des politiciens théologiques. Remarquable occurrence de cette expression, alors très rare. La formule visait l'unilatéralité abstraite d'une politique bafouant des droits historiques et des besoins sociaux reflétés par des traditions religieuses. Elle suggérait aussi que, dans son hostilité à la religion établie, l'idée même des droits de l'homme avait un sens théologique. Bon, résumons. Nous ne saurions sacraliser notre République, notre État, nos valeurs, sans nous trahir, en abdiquant notre liberté face à la majesté de leur absolutisation. Comme l'écrit Guy Coq à ce sujet, vouloir reconstruire le sacré pour fonder la société sécularisée présente un grand danger. Ce serait préparer la place à une nouvelle instance religieuse qui serait à nouveau candidate à la domination du sens de la société. Oui, merci.
Par sa laïcité qui nous en préserve, la France est ainsi le pays d'un double non, au sacré politique comme au sacré religieux. Qui plus est, si nous nous souvenons de ce qui a été évoqué précédemment dans ce livre, que je vous invite à lire, au sujet des manquements historiques et actuels de la République à sa promesse, nous ne saurions avoir l'indécence de la sacraliser. Si en effet nous lui accordons le statut d'une statue, la sacralité d'une idole, alors sa vénération nous ferait renoncer à tout devoir critique vis-à-vis de nous-mêmes, renoncer aussi au devoir de demander pardon pour nos exactions à ceux qui les ont subies ou les subissent aujourd'hui, renoncer enfin à nous engager à réduire l'écart entre la théorie de la promesse républicaine et sa réalité. Bref, nous retomberions dans l'écueil de tous les nationalismes passés ou présents, qui caractérisent précisément par cette sacralisation de la nation, dont la vanité aveugle totalement sur soi et prédispose aussi bien au fascisme qu'au totalitarisme. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors, comment... Hop. Voilà, c'est mieux, je pense. Hop. Donc, je voudrais continuer cette série de lectures avec une lecture de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 27 novembre 1983. 1883. Monsieur l'instituteur, l'année scolaire qui vient de s'ouvrir sera la seconde année d'application de la loi du 28 mars 1882. Je ne veux pas la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques recommandations qui, sans doute, ne vous paraîtront pas superflues, après la première expérience que vous venez de faire du régime nouveau. Des diverses obligations qu'il vous impose, celle assurément qui vous tient le plus à cœur, celle qui vous apporte le plus lourd surcroît de travail et de soucis, c'est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves l'éducation morale et l'instruction civique. Vous me serez gré de répondre à vos préoccupations en essayant de bien fixer le caractère et l'objet de ce nouvel enseignement. Et pour mieux y réussir, vous me permettrez de me mettre un instant à votre place, afin de vous montrer, par des exemples empruntés au détail, même de vos fonctions, comment vous pourrez remplir, à cet égard, tout votre devoir, et rien que votre devoir. La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire. D'une part, elle met en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier. D'autre part, elle y place au premier rang l'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église. L'instruction morale à l'école. Le législateur n'a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute, il a eu pour premier objet de séparer l'école de l'Église, d'assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus. Celui des croyances, qui sont personnelles, libres, variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous, de l'aveu de tous. Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars. Elle affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n'hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer. Pour cette partie capitale de l'éducation, c'est sur vous, monsieur, que les pouvoirs publics ont compté.
En vous dispensant de l'enseignement religieux, on n'a pas songé à vous décharger de l'enseignement moral. C'eût été vous enlever ce qui fait la dignité de votre profession. Au contraire, il a paru tout naturel que l'instituteur, en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale, qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage ou du calcul. En vous conférant à de telles fonctions, le Parlement s'est-il trompé ? A-t-il trop présumé de vos forces, de votre bon vouloir, de votre compétence ? Assurément eût-il encouru ce reproche s'il avait imaginé de charger tout à coup 80 000 instituteurs et institutrices d'une sorte de cours ex-professo sur les principes, les origines et les fins dernières de la morale. Mais qui jamais a conçu rien de semblable ? Au lendemain même du vote de la loi, le Conseil supérieur de l'instruction publique a pris soin de vous expliquer ce qu'on attendait de vous. Et il l'a fait en termes qui défient tout équivoque. Vous trouverez ci inclus un exemplaire des programmes qu'il a approuvés et qui sont pour vous le plus précieux commentaire de la loi. Je ne saurais trop vous recommander de les relire et de vous en inspirer. Vous y puiserez la réponse aux deux critiques opposées qui vous parviennent. Les uns vous disent « Votre tâche d'éducateur moral est impossible à remplir ». Les autres, elle est banale et insignifiante. C'est placer le but ou trop haut ou trop bas. Laissez-moi vous expliquer que la tâche n'est ni au-dessus de vos forces, ni au-dessous de votre estime, qu'elle est très limitée et pourtant d'une grande importance, extrêmement simple, mais extrêmement difficile. J'ai dit que votre rôle, en matière d'éducation morale, est très limité. Vous n'avez à enseigner, à proprement parler, rien de nouveau, rien qui ne vous soit familier comme à tous les honnêtes gens. Et quand on vous parle de mission et d'apostolat, vous n'allez pas vous y méprendre. Vous n'êtes point l'apôtre d'un nouvel évangile. Le législateur n'a voulu faire de vous ni un philosophe, ni un théologien improvisé. Il ne vous demande rien qu'on ne puisse demander à tout homme de cœur et de sens. Il est impossible que vous voyiez chaque jour tous ces enfants qui se pressant autour de vous, écoutant vos leçons, observant votre conduite, s'inspirant de vos exemples, à l'âge où l'esprit s'éveille, où le cœur s'ouvre, où la mémoire s'enrichit, sans que l'idée vous vienne aussi de profiter de cette docilité, de cette confiance, pour leur transmettre, avec les connaissances scolaires proprement dites, les principes mêmes de la morale. J'entends simplement cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et mères et que nous honorons tous de suivre dans les relations de la vie, sans nous mettre en peine d'en discuter les bases philosophiques. Vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille. Parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l'on parlât au vôtre, avec force et autorité. Toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité incontestée, d'un précepte de la morale commune, avec la plus grande réserve. Dès que vous risquez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge. Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Sinon, parlez hardiment. Car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. C'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. Si étroit que vous semble peut-être un cercle d'action aussi tracé, faites-vous un devoir d'honneur de ne jamais sortir. Restez en deçà de cette limite plutôt que de vous exposer à la franchir. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. Mais une fois que vous vous êtes ainsi loyalement enfermé dans l'humble et sûre région de la morale usuelle, que vous demande-t-on ?
Des discours? Des dissertations savantes? De brillants exposés? Un doc d'enseignement? Non. La famille et la société vous demandent de les aider à bien élever leurs enfants, à en faire des honnêtes gens. C'est dire qu'elles attendent de vous non des paroles, mais des actes. Non pas un enseignement de plus à inscrire au programme, mais un service tout pratique que vous pouvez rendre au pays, plutôt encore comme un homme que comme un professeur. Il s'agit plus là d'une série de vérités à démontrer, mais ce qui est tout autrement laborieux, d'une longue suite d'influences morales à exercer sur ces jeunes êtres. À force de patience, de fermeté, de douceur, d'élévation dans le caractère et de puissance persuasive, on a compté sur vous pour leur apprendre à bien vivre par la manière même dont vous vivrez avec eux et devant eux. On a osé prétendre pour vous que, d'ici quelques générations, les habitudes et les idées des populations au milieu desquelles vous aurez exercé attestent les bons effets de vos leçons de morale. Ce sera dans l'histoire. Honneur particulier pour notre corps enseignant d'avoir mérité d'inspirer aux chambres françaises cette opinion qu'il y a dans chaque instituteur, dans chaque institutrice. Un auxiliaire naturel du progrès moral et social, une personne dont l'influence ne peut manquer, en quelque sorte, d'élever autour d'elle le niveau des mœurs. Ce rôle est assez beau pour que vous n'éprouviez nul besoin de l'agrandir. D'autres se chargeront plus tard d'achever l'œuvre que vous ébauchez dans l'enfant et d'ajouter à l'enseignement primaire de la morale un complément de culture philosophique ou religieuse. Pour vous, bornez-vous à l'office que la société vous assigne et qui a aussi sa noblesse. Posez dans l'âme des enfants les premiers et solides fondements de la simple moralité. Dans une telle œuvre, vous le savez, monsieur, ce n'est pas avec des difficultés de théorie et de hautes spéculations que vous avez à vous mesurer. C'est avec les défauts, des vices, des préjugés grossiers. Ces défauts, il ne s'agit pas là de les condamner. Tout le monde ne les condamne-t-il pas? Mais de les faire disparaître par une succession de petites victoires, obscurément remportées. Il ne suffit donc pas que vos élèves aient compris et retenu vos leçons. Il faut surtout que leur caractère s'en ressente. Ce n'est donc pas dans l'école, c'est surtout hors de l'école qu'on pourra juger ce qu'a valu votre enseignement. Au reste, voulez-vous en juger par vous-même dès à présent et à voir si votre enseignement est bien engagé dans cette voie? La seule bonne. Examinez s'il a déjà conduit vos élèves à quelques réformes pratiques. Vous leur avez parlé, par exemple, du respect de la loi. Si cette leçon ne les empêche pas, au sortir de la classe, de commettre une fraude, un acte, fût-il léger, de contrebande ou de braconnage, vous n'avez rien fait encore. La leçon de morale n'a pas porté. Ou bien vous leur avez expliqué ce que c'est que la justice et que la vérité. En sont-ils assez profondément pénétrés pour aimer mieux avouer une faute que la dissimuler par un mensonge, pour se refuser à une indélicatesse ou à un passe-droit en leur faveur? Vous avez flétri l'égoïsme et fait l'éloge du dévouement. Ont-ils, le moment d'après, abandonné un camarade en péril pour ne songer qu'à eux-mêmes? Votre leçon est à recommencer. Et que ces rechutes ne vous découragent pas. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour de former ou de déformer une âme libre. Il y faut beaucoup de leçons, sans doute, des lectures, des maximes écrites, copiées, lues et relues. Mais il y faut surtout des exercices pratiques, des efforts, des actes, des habitudes. Les enfants ont, en morale, un apprentissage à faire, absolument comme pour la lecture ou le calcul. L'enfant qui sait reconnaître et assembler des lettres ne sait pas encore lire. Celui qui sait les tracer l'une après l'autre ne sait pas écrire. Que manque-t-il à l'un ou à l'autre? La pratique, l'habitude, la facilité, la rapidité et la sûreté de l'exécution. De même, l'enfant qui répète les premiers préceptes d'instinct, alors seulement la morale aura passé de son esprit dans son cœur et elle passera de là dans sa vie. Il ne pourra plus la désapprendre. De ce caractère tout pratique de l'éducation morale à l'école primaire, il me semble facile de tirer les règles qui doivent vous guider dans le choix de vos moyens d'enseignement.
Une seule méthode vous permettra d'obtenir les résultats que nous souhaitons. C'est celle que le Conseil supérieur vous a recommandée. Peu de formules, peu d'abstractions, beaucoup d'exemples, et surtout d'exemples pris sur le vif de la réalité. Ces leçons veulent un autre ton, une autre allure que tout le reste de la classe. Je ne sais quoi de plus personnel, de plus intime, de plus grave. Ce n'est pas le livre qui parle, ce n'est même plus le fonctionnaire, c'est pour ainsi dire le père de famille, dans toute la sincérité de sa conviction et de son sentiment. Est-ce dire qu'on puisse vous demander de vous répandre en une sorte d'improvisation perpétuelle, sans alimenter et sans appui du dehors ? Personne n'y a songé. Et bien loin de vous manquer, les secours extérieurs qui vous sont offerts ne peuvent vous embarrasser que par leur richesse et leur diversité. Des philosophes et des publicistes, dont quelques-uns comptent parmi les plus autorisés de notre temps et de notre pays, ont tenu à honneur de se faire vos collaborateurs. Ils ont mis à votre disposition ce que leur doctrine a de plus pur et de plus élevé. Depuis quelques mois, nous voyons grossir presque de semaine en semaine le nombre des manuels d'instruction morale et civique. Rien ne prouve mieux le prix que l'opinion publique attache à l'établissement d'une forte culture morale par l'école primaire. L'enseignement laïque de la morale n'est donc estimé ni impossible, ni inutile, puisque la mesure décrétée par le législateur a éveillé aussitôt un si puissant écho dans le pays. Il dépend de vous, monsieur, j'en ai la certitude, de hâter par votre manière d'agir le moment où cet enseignement sera partout, non pas seulement accepté, mais apprécié, honoré, aimé comme il mérite de l'être. Les populations mêmes dont on a cherché à exciter les inquiétudes ne résisteront pas longtemps à l'expérience qui se fera sous leurs yeux. Quand elles vous auront vu à l'œuvre, quand elles reconnaîtront que vous n'avez d'autre arrière-pensée que de leur rendre leurs enfants plus instruits et meilleurs, quand elles remarqueront que vos leçons de morale commencent à produire de l'effet, quand leurs enfants rapportent de votre classe de meilleures habitudes, des manières plus douces et plus respectueuses, plus de droiture, plus d'obéissance, plus de goût pour le travail, plus de soumission aux devoirs, enfin tous les signes d'une incessante amélioration morale, alors la cause de l'école laïque sera gagnée. Le bon sens du père et le cœur de la mère ne s'y tromperont pas, et ils auront besoin qu'on leur apprenne ce qu'ils vous doivent d'estime, de confiance et de gratitude. J'ai essayé de vous donner, monsieur, une idée aussi précise que possible d'une partie de votre tâche qui est, à certains égards, nouvelle, qui de toutes est la plus délicate. Permettez-moi d'ajouter que c'est aussi celle qui vous laissera les plus intimes et les plus durables satisfactions. Je serais heureux si j'avais contribué par cette lettre à vous montrer toute l'importance qui attache le gouvernement de la République, et si je vous avais décidé à redoubler d'efforts pour préparer à notre pays une génération de bons citoyens. Recevez, monsieur l'instituteur, l'expression de ma considération distinguée. Le président du Conseil, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Jules Ferry. Bonjour. Alors, je vais clôturer donc cette matinée de lecture en vous lisant un premier texte qui m'est très cher, de Louis Bernet, et qui s'appelle « La distance juste ». Je ne te demande pas en quoi tu crois, ni le nom que tu dis quand la nuit t'opprime. Je te demande un lieu commun, simple et droit, où nul ne dicte au monde sa propre maxime. La laïcité n'est ni vide, ni refus. Elle n'efface aucun corps, aucun visage. Elle pose une règle claire et sans abus. La loi ne croit jamais.
elle protège le lien. Croire est un droit entier, mais douter l'est aussi. La conscience n'obéit qu'à sa propre lumière. Mais ce qui naît dans l'ombre d'un choix précis ne peut régenter la rue, l'école et la terre. Quand une certitude devient norme écrite, elle cesse de chercher, commencer à trancher. Et ce qu'on nomme ordre, stable et explicite, devient silence forcé, corps à redresser. La République, elle, ne promet pas le ciel. Elle promet un cadre pour tenir, s'employer. Elle n'a pas de dogme, elle a l'essentiel. Des règles communes pour pouvoir se parler. Elle ne te demande pas de cacher ton signe, ni d'éteindre ta voix, ni de baisser les yeux. Elle te demande peu baisser la ligne, que ton absolu s'arrête aux portes des lieux. Je crois, tu crois. Un autre refuse la loi, la foi. Et ce désaccord-là n'est pas une menace. Il est la preuve nue, fragile, sans loi, qu'on peut vivre ensemble sans se faire la chasse. La laïcité n'est pas une guerre aux croyants, c'est un refus net de toute domination. Elle sait que le pire arrive souvent quand on délègue au ciel toute décision. À l'école, à l'hôpital, au tribunal, elle tient la balance à distance égale. Ni prière officielle, ni morale globale, mais la loi pour tous, sans idéal sacral. Car quand un État croit parler au nom du vrai, il cesse d'écouter et commence à ordonner. Et la liberté lente qu'il disait protéger se retrouve sommée d'entrer dans le regret. La laïcité est sobre, exigeante, dure. Elle ne rassure pas. Elle ne flatte aucun camp. Elle demande du calme dans la blessure et du courage quand tout réclame un rang. Sans elle, que reste-t-il du pacte ? Des identités dressées comme lignes de front, des convictions armées jusqu'au moindre acte, des lois écrites pour exclure au nom du bon. Alors oui, ce principe est difficile à tenir. Il exige du temps, de l'écoute et du doute. Mais c'est le seul chemin que l'on ait su bâtir pour marcher côte à côte sans se perdre en route. La laïcité n'est pas un mot à brandir, c'est une pratique lente, imparfaite et fidèle. C'est tenir l'espace ouvert, sans faillir, pour que nul ne transforme sa foi en étincelle. Et si je la défends sans cri, sans fardeau, ce n'est pas contre toi, ni contre ta croyance. C'est pour que chacun, ici-bas, garde le flambeau, de vivre sa vérité sans imposer sa puissance. Merci. Et merci de nous avoir écoutés ce matin.